L'évolution du couple, voici le titre de l'enregistrement que vous vous apprêtez à écouter. C'est une entrevue que j'avais effectuée il y a plusieurs années avec Danielle Ménard. Elle date du 5 octobre de l'année 2011. Alors, j'étais un petit peu plus jeune qu'aujourd'hui. Et j'ai décidé de vous la partager maintenant, étant donné que suite à son décès, qui a eu cours le 13 janvier de l'année 2019, là, je me suis mis à réécouter son matériel et j'ai décidé d'interrompre ma programmation habituelle sur ma chaîne YouTube pour rendre hommage à cet individu qui a été marquant dans le domaine de la diffusion de la conscience supramentale et surtout de l'accompagnement d'individus dans l'optique d'une intégration personnelle, étant donné qu'il était consultant en plus d'être conférencier. Alors, sans plus tarder, vous allez pouvoir entendre cet enregistrement qui a été fait à l'époque où j'utilisais le pseudonyme de Néo de Québec. Alors, bonne écoute. Bonsoir, Daniel. Oui, c'est ça. C'est Daniel Ménard. Oui. Alors, tu es actuellement en direct. OK, on y va. Excellent. Donc, c'est ça, c'est un honneur pour moi de te recevoir une deuxième fois à mon émission de radio. Et dans le fond, ce qui pourrait être intéressant avant de débuter l'entrevue à proprement dit, ce serait peut-être de nous parler un petit peu de toi, étant donné que tu fais de la consultation, puis tu donnes également des conférences. OK. Parler de moi. Disons que je suis un ancien astrologue recyclé dans le coaching. J'ai préféré le coaching à un certain moment donné parce que l'astrologie, on était tout le temps dans le futur, puis j'avais le goût de me ramener au présent et puis de traiter avec les gens des situations actuelles et puis de leur faire bénéficier finalement d'une vision, d'une lecture que j'avais à partir de l'astrologie. Et éventuellement, quand j'ai été mêlé aux activités de Bernard, les emmener aussi à rentrer dans une perception qui était, on va dire, plus vibratoire qu'intellectuelle. Et puis, évidemment, avec les années, j'ai contacté beaucoup de gens sur une base astrologique et tarot aussi. Disons que je faisais un peu de médiumnité. Et puis avec Bernard, je me suis occupé principalement des gens qui avaient fait le séminaire avec lui pour le caractère pratique de la dynamique supramentale. Puis c'est parce que c'était pas évident pour les gens qui étaient très intellectualisés de toucher à un domaine qui était plus axé sur la vibration. Puis moi, je suis une sorte d'hybride, dans le sens que j'avais fortement intellectualisé l'occulte, et puis j'étais quand même assez près de Bernard pour qu'il me ramène à des perceptions qui sont plus subtiles, plus psychiques, plus vibratoires. Et puis évidemment, j'ai bénéficié des deux mondes. Sans être aussi connecté que lui, j'étais quand même assez connecté pour pouvoir avoir des infos sur différents domaines. Mais surtout, moi, dans mon cas, je me spécialise plutôt dans le pratico-pratique, là. Les problèmes de couple, les problèmes de structure de travail. C'est ça, c'est justement là-dessus que je voudrais, dans le fond, parler avec toi ce soir. Je serais curieux, dans un premier temps, de t'entendre un peu sur ta vision que tu as des relations hommes-femmes au fil du temps, étant donné que ça fait quand même plusieurs années que tu fais de la consultation. Et moi, je serais curieux de savoir si tu as constaté des changements au fil des décennies qui ont passé. Oui. Écoute, moi, j'ai commencé dans les années 65-70. C'était l'époque où les femmes commençaient à vouloir être beaucoup plus libres. C'est l'époque des féministes, là. Et puis, j'étais un baby boomer, mais là, j'ai 60 ans. Et puis, j'ai vu beaucoup de femmes vouloir se libérer de la tutelle masculine. Et j'avais, je te dirais que 95% de mes consultations tournaient autour de la problématique du divorce. Je reste-tu avec mon mari? Si je le laisse, qu'est-ce qui va se passer? La femme, tu sais, ça a été comme éduqué à être pris en charge. Et puis, quand il est question de devenir autonome sur le plan matériel, je te parle toujours de cette époque-là, là, des années 65-70,
Et puis, quand il était question de se prendre en charge soi-même, c'est-à-dire se trouver un travail, ces choses-là, c'était une grosse affaire dans ces années-là. Une femme là, qui pensait à ça, moi je me souviens de ma mère, entre autres, là, elle disait il va marier, il y avait même une peur physique du mari, bien souvent. Et puis, c'était l'époque où on me demandait littéralement la permission de se séparer. Si je peux dire ça de même. C'est comme si les personnes essayaient de voir si c'était possible de survivre sans mari. Bon, évidemment, les nouvelles générations, ça a changé énormément. Les femmes sont devenues plus rebelles, plus autonomes aussi d'un point de vue études, d'un point de vue structure de travail. Il y a eu énormément de changements dans les années 70-80. Mais ce que j'ai vu aussi dans cette période-là, c'est qu'il y avait un tiraillement entre la femme qui veut se faire prendre en charge par une structure de couple et puis par un mari, littéralement. Puis les hommes aiment ça jouer au super-héros. Fait qu'évidemment, le gars prendre une femme en charge, c'était pas un handicap. À cette époque-là, c'était comme la norme. Là, tu sais, c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Puis bon, ça a évolué. Les jeunes ont commencé à mettre en relief le fait que les deux devaient payer le logement, les deux devaient payer la nourriture. Il n'y avait plus du fameux mâle pourvoyeur qui apparaissait dans le décor. Moi, ça me faisait réagir un petit peu parce que j'ai été éduqué à prendre une femme en charge. Et puis c'était comme un gars qui s'enlignait pour partager les frais avec sa femme. Moi, je regardais ça comme une momoune, tu sais. Il n'y a pas de torche, ce gars-là. Ça n'a pas de force de caractère, tu sais. Et puis, avec le temps, évidemment, je peux pas dire que j'ai changé, moi, personnellement, mais je me suis adapté dans ma perception pour trouver ça un petit peu plus normal, tu sais. En fait, mon gars m'a fait voir que, bon, les femmes, s'ils ne se présentent pas dans une relation avec un facteur de participation qui est autre que de faire 4, 5, 10 enfants, là, ça devient complexe un petit peu pour eux autres de trouver où est-ce qu'il y a le part d'échange. Tu sais. Je dis, OK, c'est vrai, nous autres, dans le temps, on regardait les familles à partir de 5, 6 enfants. Puis aujourd'hui, ça a changé. Fait qu'inévitablement, il y a une dynamique qui a été transformée. Et puis, bon, sur une base on va dire, écoute, de 1960 à aujourd'hui, on parle quand même pas plus que 50 ans, hein, c'est pas beaucoup. La femme a pris une position sociale extrêmement puissante. Et puis, il y en a qui ont décidé carrément de ne pas se marier puis de vivre leur vie d'une façon professionnelle, structurelle. Et puis, de se faire des petites fortunes, puis d'avoir du pouvoir qui est autre que sur le plan affectif. C'est un pouvoir carrément financier. Et puis, aujourd'hui, les couples, pour moi, c'est plus des couples comme on les a vus dans le passé, mais c'est plutôt des associations, des étapes de vie, des trades qu'on prend là, pour pouvoir passer à travers une étape de vie, des fois affective, d'autres fois sur le plan de structure de travail, des fois sur un plan purement de survie. Et puis, ça s'est développé en variété de relations plutôt que dans un seul modèle de relation. C'est ce que j'ai pu voir avec les années. Et je serais curieux. OK. Je serais curieux de t'entendre aussi sur comment est-ce que tu vois l'évolution des relations hommes-femmes pour les prochaines années, voire même les prochaines décennies. Si je fais abstraction du caractère éducatif, et je parle d'éducatif dans le sens que des gars comme moi, moi je suis seul depuis 13 ans, 15 ans, c'est-à-dire. Et puis, si j'allais à repenser une relation, je suis vraiment un dinosaure. J'ai le thinking du gars qui prend en charge la femme et qui se dit si j'ai pas d'argent, je peux pas me marier. Bon, OK. Les jeunes, eux autres, c'est pas ça. Les jeunes que je vois, là, je pense à mon gars, puis il y a d'autres générations plus jeunes que lui, parce qu'il a quand même 35 ans. C'est vraiment une expérience de participation dans laquelle on veut avoir des enfants, mais on veut surtout ce qui est un mode de vie. Nous autres, à notre époque, c'était de travailler, puis c'était d'enrayer la survie le plus possible. On dirait que les jeunes ne sont pas libres de la survie, c'est pas vrai. Ils ont à travailler aussi fort que les autres, mais ils ont un axe de recherche de bien-être, de mode de vie, qui semble dominer le facteur survie. C'est comme, bon, oui, c'est vrai, on a de la survie, mais si on pense juste à ça, on va vivre comme nos parents. Et puis, là, ça amène les jeunes que je connais
à mettre beaucoup l'accent, non plus sur le travail, mais sur ce qu'on va aller chercher comme avantage dans le travail pour ramener ça dans la relation ou de ramener ça dans leur intimité et puis de donner des bases de bien-être et de satisfaction à la relation qui donne le goût d'être permanent. Parce qu'on dirait qu'ils ont perdu la permanence. Ils n'ont plus le même ground, la même stabilité émotionnelle qu'avant, qu'on avait nous autres, parce qu'on était engagés comme des malades. Là, on dirait que cet engagement-là, il est conditionnel, puis il est conditionnel sur plusieurs facteurs. Je trouve que les couples se cassent vite aujourd'hui. Tu sais, mais je me suis des fois pogné sérieusement avec certains jeunes. Ils ont dit, oui, mais pourquoi endurer des problèmes? Vous autres, vous enduriez des relations sur des bases qui n'avaient pas d'allure. Puis nous autres, on n'a pas le goût. On veut que ça aille bien. Puis si ça va pas bien, bien, fuck all, on laisse aller. C'est dur pour du monde de mon âge de voir ça, mais c'est compréhensible si on le regarde du point de vue d'une frustration qu'on a. Je me promène dans la maison, puis j'ai un gros raton sur la galerie qui est énorme, mon homme. Donc, il doit faire partie du couple avec, hein? Bon, mais oui. En fait, en lien avec ça, je serais curieux de t'entendre parce que en quelques décennies à peine, on a changé bout pour bout. C'est-à-dire qu'avant, les gens restaient ensemble pour être mariés parce que c'était mal vu socialement de divorcer. Comme tu le mentionnais, oui. Les gens n'étaient pas à l'aise de penser, même juste à divorcer, ils se sentaient mal à l'aise puis ils avaient besoin d'avoir une autorité extérieure qui validait là-dedans. Tandis qu'aujourd'hui, les gens, on dirait qu'on a plus de difficultés à s'engager dans le couple, puis on est plus sélectif, puis si moindrement quelque chose ne fait pas notre affaire, on met fin en relation. C'est comme si on a passé où ce que les gens enduraient tout, puis ça n'avait pas de bon sens. Tu sais, la personne qui se fait battre ou agressée verbalement par le partenaire, puis elle tolère ça pendant des années, tandis que l'autre, c'est le contraire. Il y a moins une petite déplaiserie, une niaiserie, puis la personne met fin en relation, tu sais. C'est ça. C'est ça. Là, si tu me dis comment je vois ça pour les prochaines décennies. Oui, c'est ça. Moi, je pense que le balancier va revenir un petit peu. Les gens vont être plus engagés. Comme l'expliquais à l'autre émission, tu peux pas avoir une vie facile tout le temps. Là. Sans ça, tu vas dilater. Puis c'est pas le sens profond de l'existence. Il y a des périodes où il pleut, il y a des périodes où il fait soleil. Si les gens ils restent ensemble strictement quand il fait soleil, puis ils sont tout seuls quand il pleut, je sais pas, moi je trouve pas ça fort, personnellement, tu sais. Mais pas tout le monde non plus qui a eu une stabilité familiale, parce que les jeunes ont connu beaucoup de parents qui ont divorcé. Ça fragilise énormément les comportements affectifs vis-à-vis du couple, parce que c'est comme en n'ayant pas eu un modèle de stabilité, ben tu as de la misère à t'en construire un ou à t'en bâtir un. Donc, c'est évident que, si tu me dis dans 10 ans, ça dépend beaucoup du background que tu as eu. Je pense que ça devient très individuel. On peut pas généraliser, on peut pas généraliser, le couple va être comme ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, moi, quand les gens viennent en consultation, je t'écoute, ben, si tu es bien tout seul, et que tu n'as pas peur de vivre à deux, ça va. Si tu vis à deux et que tu as peur de vivre tout seul, ben là, tu as un problème. Parce que tu te sens constamment sous la menace d'un abandon. Fait que je pense qu'être bien seul et être capable de regarder qu'on est potentiellement capable d'être en relation sous certaines conditions, ça va. Mais c'est clair que la femme et l'homme, c'est réellement des psychologies différentes, indépendamment de comment la société peut évoluer sur une base économique ou culturelle. Donc, si tu me dirais dans 10 ans, je te dirais, écoute, c'est les mêmes patterns qu'il y a 100 ans, excepté qu'aujourd'hui, il y a la permissivité qu'on n'avait pas à cause que les religions ont éclaté, l'accès à la sexualité, c'est rendu, c'est un vrai party. Et puis, il y a beaucoup de choses qui avaient beaucoup de valeur dans le passé, qui n'ont plus de valeur autant aujourd'hui, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas rare d'entendre dire, ben ouais, mais j'ai couché avec 200-300 gars, puis je cherche le bon. Écoute bien, si tu as réussi à taper 200-300 mecs, puis tu cherches encore le bon, c'est parce qu'il y a peut-être un problème d'évaluation dans ton histoire, là, tu sais. Fait que c'est sûr que les gens, ils ont peut-être trop d'expérience dans un sens, ils ont perdu leur naïveté. Et puis, pour certains, je te dis pas que c'est tout, parce que ça, je te dis, c'est difficile de généraliser. Puis, ceux qui sont sujets à pouvoir rentrer en relation, souvent, ils ont tendance à le faire pour passer une étape ensemble.
Ben, tu sais, ça peut être des étapes de 5 ans, 10 ans. C'est comme, j'ai toujours pensé que les gens avaient un message à livrer, c'est qu'on est tous messagers de quelque chose. Et puis quand une femme ou un homme sont ensemble, puis ils se donnent le message qu'ils ont à se donner, parce qu'il y a une certaine expertise de vie, une expérience de vie qui se partage et qui apprécie, ben, ça crée quand même un facteur d'engagement, mais pas d'engagement forever. Tu sais, un engagement qui est pour le reste de tes jours. C'est un engagement qui est simplement pour l'étape qui a passé. Puis comme on vit des étapes, on est dans une société qui permet de vivre beaucoup d'expériences, beaucoup d'étapes différentes. Ben, c'est comme les gens sont vraiment jetés après usage. Tu sais. Fait que ça, c'est un point. Oui, ben c'est ça le phénomène du partenaire jetable. Tu sais, on est là. Oui, OK. On est là-dedans. On est dans ce monde-là. Et je serais curieux... Oui? Vas-y. En fait, je serais curieux peut-être l'amener plus dans une dimension supramentale, c'est-à-dire de voir comment que pour toi, au niveau de l'esprit qui descend de plus en plus sur Terre, ça va affecter la dynamique du couple dans les prochaines années. Bon, ben, ce que ça élimine, l'esprit, c'est la peur. Donc, ce que ça élimine, c'est toute la peur de perdre l'autre. Quel genre de relation que ça donne quand tu n'as pas peur de perdre l'autre? Ben, ça donne une relation qui n'est pas basée sur la possession, puis sur le contrôle, puis la manipulation. Fait que c'est sûr qu'on est dans des échanges qui peuvent devenir beaucoup plus froides si un des partenaires commence à vouloir manipuler affectivement ou à commencer à jouer sur l'affectivité de l'autre là, comme tel. Il y a des étapes de vie, des fois tu es ensemble, mais le gars, il faut qu'il travaille, la femme, il faut qu'elle travaille. Puis l'animal, lui, il cherche tout le temps à s'approprier l'autre, l'aspect animal de l'être. Tandis que quand tu tombes dans une relation plus froide, plus mentale, ben, tu comprends des choses, puis tu es capable de vivre beaucoup d'individualité, beaucoup de solitude dans un couple. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est très important de savoir vivre seul. C'est aussi très important d'être capable de s'allier, de se donner une alliance avec une personne. Bon, c'est des grands mots, là, parce qu'en réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais disons que d'une façon, tu me parles de vibratoire, de science du futur, puis de ces choses-là, je dirais que les gens qui vont avoir une conscience plus vibrante vont être beaucoup plus tolérants vis-à-vis de l'individualité de l'autre. En ce sens que si l'autre a besoin d'une étape de 2-3 mois où il se vit seul, tu sais, il se vit comme dans une... Il est capable d'échanger minimum, donc sa batterie n'est pas tournée vers un échange en intimité, mais tournée vers un échange plus en public. Donc, il va être capable de s'occuper puis de vivre à travers ça. Ce que dans nos parents, on ne voyait pas ça, nous autres. Puis même moi, j'étais quand même jeune, j'étais extrêmement possessif. Et puis, c'était comme, chez nous, c'est chez nous, puis je ne veux pas être personne d'autre. Si ma femme m'emmenait de la famille, il fallait que je sois averti. Puis, tu sais, ça crée des conditions. Tu sais. Tandis que je vois une relation plus mentale comme étant moins conditionnable d'un individu à un individu. Ben, il y a quand même des bases qu'il faut que soient respectées quand même, là. Mais ça va être moins conditionnable parce que ça va se lier sur la vibration. Mais pour moi, un acte vibratoire, écoute, je suis pas rendu au bout de ma vie, là, mais je vois ça comme un individu tout seul, très social. Tu sais, si tu me dirais, moi, je deviens quoi en vieillissant avec cette conscience-là, vibratoire, là, comme telle, je te dirais que je deviens une espèce d'ermite extrêmement social. Je m'entends avec tout le monde, mais j'ai pas de conflit avec personne parce que je cherche pas à m'attacher à personne. Donc, je suis un ermite, je suis capable de vivre tout seul, j'ai mes chats, je sais pas si je suis capable de vivre pas de chat, mec, là. Mais disons que, en autant que j'ai un minimum de présence, moi, dans la journée, et puis que je peux discuter, socialiser avec bien du monde, j'ai pas de tension. Tout seul aussi, je suis capable de faire un bon bout, mais j'ai besoin de la présence des gens, mais je m'attache pas aux gens au point de les rendre dépendants de ma personne. Je sais pas si tu comprends. Je regardais Bernard. Bernard, c'est un gars qui avait besoin de toujours une présence, mais c'était pas un gars qui se mêlait à outrance avec le monde, mais il était excessivement sociable dans le monde. En ce sens que quand il rencontrait des gens, ben, peu importe sa fusion, il était capable de discuter avec n'importe qui, parler avec n'importe qui, n'importe quel sujet,
puis d'avoir des bons rapports avec tout le monde. D'ailleurs, tout le monde l'aimait bien à cause de ça. Il était le fun avec tout le monde, tu sais. Fait que, si tu me dirais, si ça mène vers où le facteur de conscience, ça mène vers ça. Et puis, je pense qu'une personne qui est consciente est aussi consciente qu'il y a une différence entre sa vie humaine et sa vie psychique. Et puis que sa vie humaine, c'est une vie qui demande, on pourrait appeler ça une thérapie, ou demande d'ajuster, d'enligner des comportements d'âme qui ne sont pas toujours évidents. Une personne a le droit de changer dans la vie, puis elle va changer à partir de sa source, de son contact. Puis elle va changer dans ses rapports avec d'autres qui ont aussi une certaine intelligence, qui vont y faire des remarques, puis qui vont y faire dire, écoute, tu me dis ça, tu vis ça, mais tu fais pas ça, puis pourquoi tu as de la difficulté à vivre ce que tu dis que tu fais ou que tu vas dire que tu vas faire. Fait que on est dans un échange avec des gens, comme par obligation dans un sens, parce qu'on doit évoluer. Quand on est inconscient, on pense pas qu'on évolue, on pense qu'on se fait diriger, se fait donner une culture, qu'on se fait imposer des lignes de conduite. On subit plus. Tandis que quand on est dans un processus de conscience, on subit moins, pas parce qu'on n'a pas à vivre les mêmes événements, mais c'est parce qu'on voit le caractère intelligent des événements qui se collent à notre vie. Quand tu arrives, tu mets ça dans un couple, ça fait du monde qui parle beaucoup, qui discute beaucoup, puis qui corrige ensemble beaucoup de choses. Ça devient très, très, très agréable d'être en association. Ou, moi, je le fais avec mes amis, je le fais avec beaucoup de gens, je le fais même avec des étrangers des fois quand je pars du principe que c'est pas nous autres qui pensent, puis que conséquemment, tout le monde sur la planète, c'est des canaux. Et puis, quand je parle à une personne qui n'a pas une conscience, on va dire exemple aussi articulée que la mienne, ça n'a pas d'importance pour moi parce que je vais lire à travers ses phrases, ses mots et ses comportements une réponse que les forces m'envoient à travers son canal, sans que la personne soit nécessairement consciente d'être canal. Fait que quand tu es dans une relation intime puis que tu as accès à une compréhension du canal de l'autre, puis à voir que, bon, quand tu dis quelque chose qui ne fait pas ton affaire, c'est peut-être un message des forces aussi, puis que tu prends le temps de le décoder, ça peut te permettre de te développer vite. Fait que tu peux comprendre à ce moment-là qu'une personne, elle peut vivre toute son individualité, toute l'expression de son identité, sans se sentir menacée par l'identité ou la personnalité de l'autre. Tu comprends? Oui. À ce moment-là, ça fait, je sais pas, moi, ça fait des couples qui sont... Les gens, dans notre temps, on parlait beaucoup de liberté. Là. Liberté, ça sonnait plutôt sexe dans le temps. Mais aujourd'hui, ça va être beaucoup plus de liberté d'expression, beaucoup plus de liberté de perception, une capacité de traiter avec les contrariétés, une grande capacité de traiter avec l'improbable, tu sais, dans une relation, dire j'aurais jamais pensé que tu étais capable de faire ça. Ça avait un côté culpabilisant à notre époque, tandis que dans les temps futurs, ça va être simplement ouais, tes planètes sont pas alignées de la façon que je pensais, c'est tout. Tu sais, ça n'aura pas un facteur de culpabilité aussi prononcé. Tu sais. Bon, là, je te laisse la parole. Oui, ben, c'est intéressant que les éléments que tu amènes. Puis l'une des questionnements que j'avais par rapport à l'évolution du couple, c'était de savoir si on va assister à l'émergence, comme André Moreau vit, c'est-à-dire du couple ouvert, où ce que lui, il a plusieurs partenaires, puis il dit ouvertement à tout le monde. Il est très transparent là-dessus. Il dit, écoutez, ben, j'ai plusieurs compagnes, chacune des compagnes sont consentantes, puis on forme une communauté. À un moment donné, il y a eu 11 compagnes, là, il est tombé à 3. Est-ce que ce type de mode de vie va demeurer marginal ou dans le futur, ça va devenir une tendance là, au niveau du couple? Là? Moi, je crois pas à ça. OK. Ce que Moreau vit, là, c'est du réel, ça. Là. Je crois pas à ça. Quand tu mêles le cul là-dedans, là, il y a un problème. Tu sais, le sexe, c'est un territoire quand même. Il faut qu'il y ait un minimum de protection. Donc, tu sais, tu prends ces 11 compagnes, et puis tu lui permets d'avoir chacune 11 amants. Et puis là, si notre ami Moreau est capable de dealer avec les 11 fois 11, c'est 122, s'il est capable de dealer avec les 122 amants, OK, correct. Mais sa théorie ne tiendra pas le coup. Moi, je ne crois pas à ça. OK. Ben, c'est juste pour l'amener, parce que lui, ce qu'il voit ça, c'est comme une expansion du couple, puis une multiplication des capacités de chacun à plus que en tout cas, la façon qu'il amenait ça, c'est comme si l'être devient en expansion en ayant plus de relations avec des personnes en sortant du cadre limité de l'exclusivité. Oui, non.
Écoute, quand tu as des affaires à régler au niveau de la possession, ça va. Mais moi, quand un gars me dit j'ai 11 femmes, moi, dans la mesure que les femmes aient chacun 11 gars, ça va. Mais c'est égal, bonhomme. C'est comme s'il y a une situation où tout est privilégié, tu fais le pacha, là, puis toutes les autres sont à ta dépendance, puis qu'en plus, tu n'as pas besoin de payer pour. C'est comme, je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas. Il y a un ball bearing qui marche pas. C'est ça marche pas. Ça fit pas. Moi, je suis pas capable moi, je suis pas que ça rentre pas dans ma disquette, un affaire de même. Mais si tu me parles de multiplication puis d'ouverture, prends un micro qui parle à 2000 personnes, qui part du principe que la gorge, c'est le contrebalan des organes génitaux, OK, dans les chakras. Puis que la gorge, elle a un pouvoir sexuel qui est équivalent à ta force génitale. Puis que c'est un grand magnétisme au niveau de la gorge. Moi, j'avais dit à Bernard, j'ai dit, toute ta sexualité a été transmutée à la gorge. Puis c'est à travers ta gorge que tu exprimes ta sexualité. Il était bien content de l'entendre, celle-là, là, parce que ça marchait pas fort sur le sexe. C'est pour moi la sexualité, quand ça se transmute, ça s'en va vers les chakras supérieurs. Puis quand ça arrive au niveau de la gorge, ben, si tu parles à 4000 personnes, ben, tu baises 4000 personnes. Fait que tu vois, c'est un bon sexe, hein? Tu parles de je sais pas combien de personnes à travers le monde, là. Oui, ben c'est ça. T'avais une perception intéressante de la chose. Mais on les baise vibratoirement. Quand on parlait de vibration, oui. Si tout se ramène au sexe, tu décides de le ramener comme faux au sexe. Ben oui. La parole, pour moi, c'est l'expression d'une sensualité, d'une coloration de l'être, puis de l'expression de son âme. Fait que, personnellement, je considère que la parole, c'est le passage de la force sexuelle au chakra supérieur, comme tel. Okay. Fait qu'une personne qui a une bonne parole, qui touche beaucoup de monde, si tu veux, ce que Moreau parle de, comment il appelle ça, de l'ouverture de... Ouais, c'est ça. Lui, il appelle ça un partnership polyérotique, là. Polyérotique. Le problème, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait un feeling dans son histoire. Il n'est pas tout seul. Il y en a bien qui cherchent les bebelles de même. C'est une façon de se créer des harems, puis moi, j'endose pas ça. Tout simplement, moi, je t'annonce mes couleurs. Moi, si on me parle de sexualité, moi, je vais parler du chakra de la gorge, puis de la communication, puis... Écoute, moi, j'ai vécu plusieurs relations, 4, c'est pas énorme, là, quand même, mais 4 relations, puis ce qui était ma priorité, c'est que ces gens-là se développent avec moi. C'était comment est-ce qu'ils pouvaient se dégager de leur crainte, le malaise, c'est ça. Moi, je pense pas que le sexe fasse ça principalement. Il va avoir un certain confort de la jouissance, là, mais ça ne fait pas une personne qui a une confiance en elle pour aller travailler ou qui est capable d'éduquer une famille, ces choses-là, tu sais. Il y a certainement des femmes, des hommes impuissants ou frigides qui sont capables d'éduquer 3 ou 4 enfants puis d'arriver à donner à ces enfants-là l'équilibre de survie, l'équilibre face à la survie, puis qui est nécessaire pour fonctionner. Moi, je crois plus à une relation avec une personne pour qu'il y ait un développement et une croissance. Puis surtout, emmener des gens à avoir une contenance dans la vie, une cohérence dans la vie, pour être capable de s'organiser, peu importe les échanges qu'ils ont. Ça, c'est ma ligne de pensée. Oui, ben, je te dirais, je vais plus dans ton sens aussi, personnellement. Je faisais juste l'amener pour voir si c'était ça, mais si c'est pas ça, c'est pas ça. Là. Moi non plus, je le vis pas nécessairement. Là. Moi, personnellement, je serais pas capable de vivre non plus avec un harem. Là, fait que... Non, c'est épuisant. Ouais, mais... Faut faire ses économies pour les temps futurs. Là. La graisse, ça veille de péter. Là. Okay. Oui, c'est ça. Mais pour continuer sur le couple, avant d'aller sur d'autres sujets, il y avait Odyssée qui posait comme question dans la salle de clavardage. Est-ce qu'un couple peut ne jamais rencontrer l'esprit de l'autre s'il reste prisonnier de l'astralité de son conjoint ou conjointe? Oui, je suis d'accord avec ça. Ouais. Oui, parce qu'il y a des relations qui sont exclusivement basées sur l'âme. Quand on parle d'astral, on parle d'âme. Parce que l'âme, astrologie, c'est l'étude des expériences humaines, de l'expérience de l'activité animale humaine qui se transmute, évidemment, pour aller chercher l'esprit dans le temps, dans le futur. Donc, il faut comprendre que des jeunes âmes où l'esprit, évidemment, est présent, mais il n'est pas manifesté d'une façon, on va dire, verbale. C'est
c'est pas capté par une conscience réellement organisée, là, intellectuelle, mentale, ces choses-là. L'individu va être plus dans des recherches de sentiments, d'émotions, pour stabiliser tout ce qui polarise son être, pour stabiliser le plus possible, stabiliser étant le mot intégré. Donc, emmener l'individu à intégrer ce qu'il vit au niveau de l'âme. Et puis, oui, effectivement, il y a des vies qui s'installent plus dans des registres d'âme sur des très, très longues périodes. Ça. De toute façon, c'est plus rare de voir des gens qui ont accès à l'esprit que de voir des gens qui ont accès à l'âme. Moi, j'ai vécu une couple d'affaires difficiles là, depuis un mois, là, puis l'âme te rappelle qu'il est là. C'est pas, ta vie ne roule pas juste avec l'esprit maintenant. Fait que c'est comme, bon, OK, que je vais la vivre. Je vais vivre l'âme. J'ai pas le choix de rentrer dans un jeu de polarisation. Puis, de toute façon, les gens autour de toi s'attendent à ce que tu aies un comportement polarisé. Si ta mère meurt, puis personne te voit broyer, ils vont dire, il sait sa mère. Hein? Alors que c'est pas vrai. C'est juste que j'ai un rapport avec elle qui est psychique, qui est pas physique. Quand ta mère, ça fait 15 ans qu'elle est Alzheimer, t'as hâte qu'elle meure parce qu'elle dépérit année par année. Ça faisait 8 ans qu'elle ne parlait plus. Fait que tu es content qu'elle suit l'heure de son corps, sans compter que tu peux continuer à établir un contact avec sur les plans. Mais ça, c'est pas accessible à tout le monde. Fait qu'automatiquement, si tu tires une lame, ils vont dire, ah, mon Dieu, il est normal. Fait qu'il faut que les gens comprennent que le rapport à l'âme, c'est pas, ou le rapport à l'astral, c'est pas la fin du monde. Ça fait partie de la vie. C'est beaucoup plus difficile ou rare de voir des gens qui ont un contact avec l'esprit ou qui ont une communication avec les sources. Ça, c'est plus rare. J'ai tellement de misère à emmener les gens à ce niveau-là, moi, là, que je peux te dire que avant que les gens se rendent là, ça va prendre des années. Là. Ouais, tandis que dans l'âme, ça, c'est fréquent, là, c'est constant. Oui, c'est sûr, parce que le passage de la conscience astrale à la conscience supramentale, de ce que j'avais compris, ça se faisait à peu près en 2500 ans, là, fait que... C'est long, c'est très long. C'est très long, puis ça exige vraiment que les gens soient capables de vivre une schizophrénie temporaire, que j'appelle, là, qui est une sorte de découpage d'une conscience... une conscience animale, puis une conscience vibratoire. C'est vraiment... J'ai rien contre le caractère animal. Là. C'est très instinctif, un animal. Ça a beaucoup de capacité de survie. L'esprit, ça indique les choses, mais ça les fait vibrer, mais ça les fait pas vivre dans le corps de la même façon que l'âme est capable de le faire. Tu sais. Il y a beaucoup plus, quand on dit que quelqu'un a du cœur, quand quelqu'un a du cœur, on ne dit pas qu'il y a de l'esprit, on dit qu'il y a du cœur. Fait que c'est ça qu'on regarde à la télé, là, quand on voit un athlète pleurer après une performance ou toutes ces choses-là. C'est ça que les gens aiment, c'est ça qu'ils achètent, c'est ça qu'ils achètent dans un film. Là. Regarde les films, il y a de la tuerie, il y a de l'amour, des passions, de la survie. Les gens, c'est ça qu'ils achètent. Donc, on est dans une société quand même qui est très, très fondée sur l'âme, puis très peu sur l'esprit. Puis quand on voit des petites paroles célèbres, là, c'est donc bon, ça, c'est l'esprit qui se manifeste, mais c'est au compte-gouttes. Oui, et en fait, tu sais, il y a des phrases comme, par exemple, « Le cœur a ses raisons ». Oui. Puis il y avait une autre suite à cette phrase-là. OK. Que, je sais pas, que le cœur a ses raisons, puis il y avait une autre. Je ne me rappelle pas de la suite que la tête ne sait pas, là, tu sais, ça la même, je sais pas, en tout cas. Que la raison ne sait pas, je sais pas trop. Tu ne connais pas la suite de ce phrase-là, non? Non, mais c'est pas grave. Il y a peut-être par la suite quelqu'un qui va me l'envoyer par courriel ou, tu sais. Okay. En tout cas, mais sinon, il y a une question que j'avais pour toi, c'était de savoir, peut-être qu'il y a des gens qui actuellement nous écoutent, qui sont célibataires, puis qui aimeraient savoir quels conseils que tu pourrais leur donner pour se trouver un partenaire ou comment procéder d'une manière nouvelle ou vibratoire là, pour approcher la chose, tu sais? Ouais. C'est simple, mais même moi, je suis pas capable de le faire. C'est pas avoir de critères. C'est parce qu'en vieillissant, on dit, parce qu'on a rencontré du monde, là, c'est jusqu'à quoi, 16 ans, 17 ans qu'on est naïf, peut-être un peu plus pour certains.
Mais c'est que quand on commence à souffrir de nos relations, on dit, ah, ça, moi, je veux plus vivre ça, moi, je veux pas ça. Si un gars ressemble à ça ou une fille a de telle attitude, moi, je suis pas intéressé. Mais ça, tu développes des critères, tu sais. Et puis, tant que tu vas avoir des critères, ben, tu vas faire de la sélection. Mais, tu sais, à un certain moment donné, peut-être que les fameux critères, c'était qui s'est créé, c'est-à-dire les chocs que tu as eus pour avoir les critères, peut-être que c'était nécessaire pour que tu fasses des prises de conscience de tes propres comportements. Je te donne un exemple. Moi, dans ma vie, j'ai eu des femmes qui étaient, on va dire, moi j'appelle ça des panthères, tu sais, des femmes avec des forts caractères. Mais mon rêve dans la vie, c'était d'emmener les gens à avoir de l'identité, puis à avoir de la force, de la contenance, de la confiance en soi. T'as pas ça, c'est un frame de chat, là. Tu sais, t'as ça avec quelque chose qui rugit, qui a de la colère, qui est capable de critiquer, tu sais, qui est capable de tenir de l'opposition. Fait que, il fallait que je sois cohérent quand même, puis je l'étais pas tout le temps. Je chialais, je disais, maudit que c'est difficile à vivre. Puis ça finissait, tu sais, qu'à un moment donné, quand la personne était autonome, elle disait, bon, c'est bon d'avoir eu ce style de relation-là, mais là, j'ai le goût d'explorer d'autres choses. Puis là, la personne partait, puis là, tu disais ça comme du rejet. Et là, aujourd'hui, si j'ai le critère de ne pas vouloir me faire critiquer, ben, c'est comme si j'allais à l'envers de ce que j'ai bâti toute ma vie, c'est-à-dire de toujours vouloir être avec des gens qui avaient de la force de caractère ou qui avaient de la puissance d'impact. Mon critère me fait vivre tout seul, alors qu'en réalité, c'est avec ça que je voulais vivre. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ben, c'est que tu touches à l'autre extrême. C'est comme si tu t'es brûlé un peu en touchant, dans le fond, à des gens qui ont beaucoup de force de caractère, puis tu as touché un petit peu à l'aspect négatif de ça, puis là, tu veux passer à l'autre bout. Oui, puis là, ben, qu'est-ce que tu fais, là? Tu sais, t'as voulu ça, t'as voulu vivre avec ça, puis là, t'as le critère de ne pas vouloir le vivre. Fait que tu restes seul. Ouais. Parce que si moi je m'enligne sur des caractères trop smooth, trop faciles, je vais m'ennuyer pour mourir. Là, je vais chialer encore. Ouais, ben il y avait une phrase qui disait, en tout cas, qu'on n'apprécie pas des fois ce qu'on veut ou fais attention à ce que tu demandes parce que tu pourrais l'avoir, tu sais. C'est ça, exactement. Fait que je pense qu'aujourd'hui, les célibataires, ils ont peur de ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'un type de relation, mais ils en ont peur parce qu'ils sont pas sûrs de le contenir. Mm-hmm. Tu sais, la femme a dit, moi, j'aimerais ça avoir un gars qui a du caractère, qui va me protéger, que je vais être en sécurité quand je vais dormir à côté de lui. Par contre, on veut pas qu'il y ait une grosse voix, on veut pas qu'il parle trop fort, on veut pas qu'il soit brusque, on veut. Mais c'est parce que là, tu commences à mêler des contradictions. Tu sais, si le gars, il a des mains tout efféminées, il ne demande pas de taper dans les murs pour le défoncer, là, parce qu'il n'y a pas la force de faire ça. Là. Mais c'est la force que tu cherches. Fait que, tu sais, moi, je regarde les commandes d'épicerie que les femmes font pour les gars, parce que moi, c'est surtout des femmes que je rencontre. Puis dans les commandes d'épicerie, il y a beaucoup de contradictions. Là. Tu sais, je veux un gars de même. Ouais, c'est ça. Mais le gars, lui, vas-tu vouloir vivre avec toi, avec tout ce que tu demandes? C'est des méchants checklists qu'il faut traverser. Là. Donc, donner un conseil aux célibataires. Si vous n'avez pas de critères et vous rencontrez un gars qui n'a pas de critères, vous avez des chances d'essayer de faire quelque chose. Mais il n'y a pas personne qui essaye quand c'est conditionnel A, puis A, puis A. Je me souviens, j'avais été dans des espèces d'agences de rencontres par téléphone. Là. Mm-hmm. Puis, la fille au téléphone, la seule chose qu'elle voulait savoir, c'est le salaire que je faisais. Puis, elle voulait savoir au téléphone si j'étais autoritaire, ces choses-là. Puis, elle m'avait dit à la fin, elle dit, tu fais le bon salaire, mais ta voix est pas mal autoritaire. Elle dit, j'ai peur d'avoir des problèmes avec toi. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne se reparle plus. C'est comme du speed dating, un petit peu plus long, c'est tout. Ouais, OK. Correct. Mais sinon, j'étais curieux de savoir, parce que c'est souvent notre ego, tu sais, notre ego qui va avoir le partenaire parfait en fonction de notre subjectivité. Mais je serais curieux de le voir au niveau de l'angle de l'objectivité ou de la conscience de l'esprit. Tu sais, le partenaire qui serait ajusté, par exemple, par rapport à nous.
dans nos démarches ou qu'est-ce qu'on devrait s'enligner à ce niveau-là, tu sais? Écoute, j'ai mis sur le marché une bébelle qui s'appelle Cyclic et puis qui fait une analyse de l'âme des gens à partir des 2 dates de naissance. OK. Et puis, ça n'a pas fonctionné, mais pas en tout. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent y aller sur le feeling. Ils veulent pas se faire dire que c'est bon ou c'est pas bon. C'est le feeling, c'est le senti, c'est comment on dort ensemble. Moi, personnellement, ma mesure d'une bonne relation, c'est le sommeil. Si je suis pas capable de dormir avec quelqu'un, c'est clair que je peux pas vivre une relation avec cette personne-là sur du long terme. Ça, c'est sûr. Il faut que tu sois capable de dormir avec la personne. Ça, pour moi, c'est ma base à moi. C'est ma mesure. Mais dormir, pour préciser, là, pour que, dans le fond, dormir dans le sens de sommeil, là? Oui, sommeil. En présence de quelqu'un, OK, on parle pas de sexe ni de... Hey, écoute, le sexe, ça peut faire partie de ça, mais il y a des gens qui ont plus de sexe parce qu'ils sont rendus, je sais pas, moi, 75, 80, mais ils dorment bien ensemble. Mm-hmm. Puis il y a des gens qui ont du bon sexe, mais ils sont pas capables de dormir ensemble. Fait que, moi, je dis à ces gens-là, écoute, que tu aies du sexe là, acrobatique, comme tu voudras, là, si tu vas dormir avec l'autre, là, moi, je garantis pas de cette relation-là sur du long terme. Parce que dans le sommeil, il y a un abandon total. Si tu es pas capable de t'abandonner totalement dans le sommeil, c'est parce qu'il y a quelque chose dans l'énergie de l'autre que tu ne trosses pas, qu'il n'y a pas de confiance. Là. Ah, c'est intéressant ce que tu amènes parce que je l'avais pas vu comme ça. Manque d'expérience, peut-être? Oui. T'agaces. Ta blonde va te tomber dessus. C'est pas grave, c'est le joke. Mais moi, je le voyais, tu sais, quand tu en parlais, c'était plus dans le sens que quand tu es capable de dormir avec quelqu'un, c'est parce que vos vibrations sont compatibles, tu sais. C'est ça. Son atmosphère, l'ambiance qu'elle génère, ça fit avec toi, là, tu sais, c'est... Ah oui. Ouais. Oui, puis tu peux pendant 4, 5, 10 ans bien dormir, puis demander, oups, ça dort plus bien. Ça veut dire souvent que la relation elle est rendue à son terme. C'est-à-dire le message que tu avais à passer à l'autre, puis le message que l'autre avait à te passer, c'est passé. Les deux disques sont pleins. OK. Parce que c'est une expérience d'âme quand même. Là, tu sais? Fait que pour moi, souvent, je donne ça comme exemple, c'est du transfert de disques durs. Tu sais? Il y en a un qui bloque sa clé USB dans le computer de l'autre, puis c'est parti, on s'échange des fichiers. Donc, moi, le sexe, comme ça, je vois ça. OK. Puis, dans le fond, ben, c'est sûr que c'est une vision informatique de la chose. Mais j'étais curieux de l'aborder, le phénomène de la sexualité sur le plan vibratoire. C'est Internet. OK. Les fichiers qui sont flottants. Et selon le besoin, ben, tu connectes avec le fichier que tu as besoin. C'est pour rester dans l'image. Là. Mm-hmm. La sexualité, pour moi, c'est simplement une occasion de se transférer une expérience d'âme. Mais comme exemple, okay. Quelqu'un va dire, moi, quand je vais en voyage, j'ai toujours un amant ou une maîtresse sur l'endroit où je vais. Bon, là, cette personne-là, c'est comme si elle voulait se marier au niveau de l'âme avec la culture du milieu, de la ville ou de la place où elle est rendue. Il faut être assez large d'esprit pour pouvoir assimiler ça. Hein? Oui, bien sinon, est-ce qu'on peut dire que c'est une espèce d'intérêt d'exotisme, tu sais, l'amour du lointain, puis une espèce d'idéalisation là, de l'ailleurs là, aussi, là? C'est toujours... Ça, c'est le prétexte, si tu veux, au niveau de l'apparence des choses, mais c'est toujours pour aller chercher une expérience. Le sexe, c'est toujours un transfert de fichiers, c'est un transfert de mémoire. On construit un corps humain à partir de la sexualité, donc on construit... on va dire, une infrastructure pour recevoir de l'esprit, et recevoir un programme qui est finalement l'ADN des deux parents. L'âme, tu sais, elle n'atterrit pas par hasard dans un corps humain. Là. Il y a toute la façon de penser des deux parents là, qui vont faire un joint venture, qu'ils appellent, là, une connexion. Là. Et puis, dans cette connexion-là, ben, ça fait apparaître, selon l'état des parents dans ce temps-là, ça va faire apparaître une âme donnée, puis un esprit qui va piloter ça pendant X années. Mais c'est clair que c'est un transfert de mémoire, ça c'est sûr. Pas juste au niveau
liquides, là, au niveau psychique aussi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ça connecte fort, mais d'autres qui ne connectent pas fort. Ça dépend de ce qu'un complète dans l'autre. Des gens que c'est fort, puis tu les regardes physiquement, puis ils sont laids à faire des remèdes, puis ils ont un parquet d'enfer, fait que c'est clair que c'est parce qu'ils se complètent bien dans les échanges de données, là, les échanges psychiques. Moi, je trouve que la société met beaucoup, beaucoup trop d'emphase sur le sexe, puis ça fait qu'à un moment donné, être homosexuel, ça a l'air d'être épouvantable, alors qu'en réalité, c'est juste une autre façon de penser, c'est tout. Oui, ben, je pense que... Oui. Je pense que la famille. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais au niveau de la société, je pense qu'actuellement, c'est de plus en plus accepté au niveau des sociétés occidentales, que ce soit au Québec ou les gens aussi qui m'écoutent en France. Par contre, on peut constater que dans des pays comme les pays arabes, c'est plus rigide. C'est encore rejeté. L'homosexualité comme expérience. Le couple aussi, c'est très différent là-bas. Les femmes qui portent le voile intégral, là, avec la burqa, puis on voit juste leurs yeux à peine sortir d'un grillage comme si elles étaient en prison derrière un voile. C'était des années-lumière de Britney Spears ou de Lady Gaga qui font des vidéoclips presque dénudés sur les ondes de la télévision. Là, des fois, on en regarde... ça, c'est peut-être quelque chose d'important à aborder, c'est que des fois, on en regarde la société ici, dans d'autres pays, puis on dirait qu'on est sur deux planètes différentes. T'sais? Deux planètes, mais des temps différents. Je suis convaincu qu'il y a encore du monde qui vit sur la planète dans les conditions de vie de la troisième race racine, là, la Lémurie, pour avoir qui vivent dans une spirit, dans les Atlantes. Donc, je pense qu'on a une planète qui permet qu'il y ait beaucoup de temps qui cohabitent l'un par rapport à l'autre. Comme ça, je vois ça. C'est plus que plusieurs planètes. C'est carrément beaucoup de rythmes de temps différents. Parce que tout le monde, quand on parle de réincarnation, tout le monde ne peut pas aller à la même vitesse. Puis pour revenir sur la même planète, il faut définitivement que tu reviennes là où tu t'es arrêté, là, au temps où tu t'es arrêté. OK. Puis ça, est-ce que ça va cohabiter encore longtemps sur Terre? Je pense que ça a toujours été le cas. Ce qu'on appelle souvent des génies, là, des Einstein, des Jules Verne, des affaires de même. C'est du monde qui était dans d'autres temps. Bernard, il disait tout le temps, il dit, moi, je suis pas dans le 6e, je suis dans la 7e race. Bon, OK, si tu es dans la 7e race, ça veut dire que tu viens nous parler d'un passé de ton monde qui est le futur du nôtre, tu sais. Parce que si la plupart des gens sont dans la 5e race, puis qu'on parle des bases de la 6e race, qui est la race du supplémental, ou appelez ça révolutionnaire, ou appelez ça comme tu voudras, là. Pour moi, c'est juste un mot. C'est clair que c'est juste un temps différent. Là. Moi, je me plains tout le temps que c'est trop long ou c'est long développer une conscience chez un individu. Écoute, si moi je suis dans un temps de 200-300 ans en avant de mon temps, c'est sûr que c'est long parce que la personne, ça va lui prendre 100, 150, 200 ans, deux, trois étapes de vie avant d'arriver à une perception vibratoire. Puis on peut cohabiter dans la même époque, mais on n'est pas nécessairement dans le même temps mental, j'entends. Fait que, il y a des gens, eux autres, ils vont en messe, là, puis c'est sérieux, là, ils allument le lampion, puis le kit. Moi, quand ma mère est morte, là, ils ont demandé dans le testament d'avoir une chose religieuse, hein, une séance religieuse, une messe. J'étais à la messe, écoute, c'est quand même il y a 35-40 ans, la dernière messe j'avais été, mais même si 35-40 ans, c'est pas long, ça reste que c'est un autre temps pour moi. Là. Donc, c'est comme, il y a des gens qui vivent ça, puis qui les regardent, puis ils sont très concentrés. C'est l'équivalent pour eux autres de faire du yoga, puis ça se respecte, ça. Je pense que chaque personne dans son époque, avec sa culture et son raisonnement, c'est à respecter, parce qu'il est rendu là. Il est rendu là. Écoute, tu peux pas chicaner quelqu'un d'être ce qu'il est. Fait qu'à un moment donné, ben, c'est ça, tu t'adaptes. Puis la personne, elle ne peut pas s'adapter à toi, mais toi, tu peux t'adapter à elle. C'est pas à moi de commencer à brasser le prêtre en avant, puis dire, voyons, non, qu'est-ce que tu dis, ça n'a pas d'allure, ces choses-là. Tu laisses faire son affaire, puis quand tu vas le voir, tu dis, félicitations, vous avez fait une belle homélie, puis ces choses-là. Puis, moi, je serais curieux de savoir, en tant que consultant, vu que tu as vu une quantité de personnes quand même importante au fil des ans,
c'est quoi les principaux obstacles que tu as constatés chez les gens qui empêchent d'avoir une bonne qualité de relation de couple? Ça a varié avec les années, mais disons qu'une constante, là, c'est le manque de générosité. Il y a le manque de compréhension, mais ça, c'est assez classique. T'sais, un homme a de la difficulté à comprendre une femme, puis une femme a de la misère à comprendre un homme. Mais d'une façon générale, là, mettons que tu aurais des problèmes de compréhension, si tu serais généreux dans la vie, là, que tu ne serais pas tout le temps dans le je, probablement que tu en arriverais à te comprendre. Les gens ont des idées très arrêtées. Ils ont surtout des besoins qu'ils essayent de dicter à l'autre. Et puis ça fait que ça fait une domination qui s'installe. S'il y a domination qui s'installe, c'est parce qu'il y a en quelque part, il y a un manque de générosité. Le manque de générosité, c'est pas toujours dans le sens financier du terme, là. Dans le sens de pas traiter avec justement les besoins de l'autre, la ligne de pensée, la ligne de conduite. Tout le monde n'est pas bâti de la même façon, puis les gens, on dirait qu'ils veulent traiter avec du monde qui traite tout le temps de leur façon. Ça finit que c'est compliqué. Donc, à ce moment-là, c'est que souvent, le problème de l'écoute, souvent, la personne n'est pas à l'écoute des besoins de l'autre, puis est juste centrée sur ses besoins, tu sais, la personne qui est égocentrique, là. Ben, c'est ça, c'est ce que j'ai dit, il manque de générosité, tu sais. Okay. Si une personne serait généreuse, elle prendrait le temps de voir ce que l'autre a à être, à dire, à vivre. Des fois, il y a des gens, ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Fait que tu peux pas lui demander de se justifier de quoi que ce soit. Ils ont la misère à se comprendre eux-mêmes, tu sais. Fait que ça demande de l'aider à se comprendre. Tu sais. Moi, j'ai eu un problème à régler avec mes histoires de chat. Il a fallu que je parle avec quasiment 10-12 personnes avant de trouver la solution, qui était d'une simplicité monumentale. Mais je t'ai parlé à un, parlé à l'autre, puis à un moment donné, apprendre ce qui se dégageait de la conversation, puis laisser le temps travailler. Mais les gens ne laissent pas aux autres le temps d'être, puis de présenter quelque chose qui se développe. Tu sais. Donc, ça manque de générosité. Alors, il me le disait souvent, il dit, la planète va, si elle a à vivre une apocalypse difficile, ça va être lié au manque de générosité de ses dirigeants, puis surtout de ses dirigeants. OK. Et dans le fond, j'étais curieux de savoir, on a parlé un petit peu de ce qui fait obstacle, puis dans ta vision, c'est le manque de générosité. Mais qu'est-ce qui serait à présent l'atout pour qu'il y ait une harmonie dans un couple, que l'énergie passe, que ça fonctionne bien? Quelle serait la qualité ou l'attribut qui serait... Le besoin. Comment? Le besoin. Faut que tu aies besoin de l'autre. Tu sais, si tu veux manger, faut que tu aies faim. Si tu as besoin de manger, si tu as faim, tu vas manger. Mm-hmm. Tu vas pouvoir apprécier d'autant plus que tu as bien faim. Plus tu as faim, plus tu es capable de prendre une bouffe relative. Ben là, ça revient quasiment au sexe. Comment? Je n'ai pas compris. Non, j'ai dit ça me fait penser au sexe. Plus que tu as faim, plus que tu vas avoir une libido qui est forte, puis le besoin va être fort de l'autre. Ben, le besoin n'est pas nécessairement de l'autre, mais tu as des bonnes chances de te faire accompagner. Si moi j'ai bien faim, puis j'ai dit à quelqu'un, il est au restaurant, il dit, je vais prendre un café avec toi. Fait que déjà, tu à la base. Puis rendu là-bas, il dit, je vais peut-être prendre un dessert. Puis finalement, il mange, mais il n'a pas l'intention de manger, mais tu as stimulé l'appétit par ton besoin, là, tu sais. Mais définitivement, pas de besoin. C'est clair que c'est très, très, très difficile d'engager une relation, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, j'expliquais dans une conférence l'importance d'être utile et en même temps d'être satisfaisant. C'est comme un slider là, tu sais, que tu pourrais mettre, là. Puis d'un côté du slider, c'est être satisfaisant, puis l'autre, c'est être utile. Il y a des gens qui passent le temps dans la vie à être utile pour l'autre. L'autre, tant qu'il est en construction, ça va. Mais à un moment donné, tu es tanné de la bâtir, la maison que tu veux vivre dedans. Là. Fait que là, il faut que tu sois capable de créer une zone de satisfaction qui est de rien faire, puis de t'amuser, puis de relaxer. Il y en a d'autres, eux autres, c'est le contraire. Ils donnent beaucoup de satisfaction, mais ils ont de la difficulté à être utiles. Fait que, je sais pas, le gars ou la fille, ils vont ensemble, ils vont avoir du bon temps, mais ils n'ont pas de capacité de construction ensemble. Fait que à ce moment-là, c'est parce qu'ils ne sont pas utiles. On pourrait dire que le couple parfait, c'est les personnes qui sont à la fois utiles et satisfaisantes l'un pour l'autre.
Puis que là, dans cette optique-là, s'ils sont capables de se renouveler, ben, ils vont créer une relation avec l'autre qui va avoir de la permanence. La permanence, c'est pas quelque chose, c'est pas une loi, ça, là, la permanence. La permanence, c'est une condition qui vient avec la capacité des gens de renouveler leurs besoins ensemble, puis de trouver une zone d'utilité, puis une zone de satisfaction mutuelle. Excuse-moi, je ne sais pas si tu brasses du papier ou quelque chose, parce que j'entends un petit peu de bruit là, dans le téléphone. Les chats. OK. Les chats. Les 20 chats, là. Les 20 chats. En passant, OK. Mais je me demandais, j'espère qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de chat qui est mort, parce que l'autre fois, quand tu étais venu à mon émission, tu avais eu un chat qui était mort. C'est pire que ça. Ah ouais? C'est bien pire. Ouais. J'ai la ville qui m'a tombé dessus. J'ai un voisin qui a pris des photos de mes chats, qui est amené ça à la ville pour faire du trouble. Vraiment juste pour écœurer. Là. Et puis là, la ville m'a envoyé un papier comme quoi il faut que je réduise ça à 2 chats. Puis j'ai dit, hey, wow, minute, là. Je reste dans le bois, moi. Les autres qui me terraient, c'était à bois, tu sais, fait que je dis, laisse-moi tranquille. Fait que c'est ça. J'ai réglé ça en disant, vous ne pouvez pas rentrer dans la maison. Fait que si mes chats sont dans la maison, faut all, ça arrange-vous de vos troubles. Fait que je vais regarder je vais regarder mes chats dans la maison, mais en regardant mes chats dans la maison, ça fait bien du chat dans la maison. C'est pour ça, ça nuance, ça gratte, ça fait ça l'affaire. Ouais, mais je trouve ça dommage que dans le fond... Ça fait faire de l'ordre. Écoute, dans le temps que je faisais faire des exercices aux gens, okay. J'ai écouté cette émission, tu as compris exercice, mais c'est pas ça, c'est exorcisme, faire sortir des bébites du corps. Là. Dans le temps que je faisais ça, il me passait tout le temps, après ça, il me passait toujours des catastrophes. Puis à un moment donné, j'étais tanné, j'ai dit, écoute, s'ils veulent qu'on la fasse, la job qu'ils me laissent faire. Là, il avait été par en dedans, puis il disait, hey, Gros Minou, c'était mon surnom. Il disait, Gros Minou, ils me disent que quand on fait ça, on fait de l'ordre. Puis si on a du désordre dans notre propre vie, ils vont nous faire de l'ordre obligatoire pour être capable de contenir ce qu'on a déclenché comme ordre dans la vie de l'autre. Fait que si nous autres, on n'a pas d'ordre, on n'a pas... Tu sais, quand je te disais, on fait une conférence, il faut toujours appuyer ce qu'on parle avec notre véhicule. Mais c'est comme quand tu crées un ordre dans ta vie, comme moi, quand je parle, puis je m'en vais plus grand public, cette affaire-là, je suis obligé d'avoir un ordre proportionnel à ce que la collectivité est capable de contenir. Quand je suis toujours avec mon groupe qui me comprend, puis c'est puis ça, ben, je peux vivre pas mal l'année que je veux, mais dès que je commence à parler à des gens que ça choque l'esprit de m'entendre, même si ça choque 30 secondes, ben, j'ai un impact là-dessus. Ça a subi un impact. Ça va ensemble, ça. Toi, tu fais de l'interview, tu n'es pas vraiment responsable de ce que le gars affirme, mais si tu affirmes des choses, parce que j'ai écouté une couple de tes émissions, il y a des fois que tu affirmes des choses, mais quand tu affirmes des choses, il faut que tu vives les conséquences de ça. Tant que tu as une vie bien simple, c'est pas trop de trouble, mais si tu commences à avoir des propriétés ou des acquisitions, quoi que ce soit, il va falloir que tu fasses de l'ordre là-dedans. C'est évident, non? Dans le fond, si je te comprends bien, parce que toute personne qui va parler en public de ce type de choses-là va être confrontée à ces manques de congruence ou avoir des retours, des rebounds, dans le fond, de ces prestations publiques. Oui, parce que c'est pas juste des idées qu'on parle, c'est aussi une mise en vibration qu'on a. Moi, j'écoutais tes conférenciers, il y en a qui sont très bien articulés, mais qu'à un certain niveau, en tout cas, si moi je les interviewais, je ne ferais pas de cohérence assez facilement. Parce que c'est pas toujours, dans le ton de la voix, c'est pas toujours à côté comme il faut. Fait que ça, ces gens-là, ça veut dire qu'ils ont fait une étude qui intellectuellement a du sens, mais que dans la vie, c'est très difficile à appliquer. Il y en a un, entre autres, qui parlait de la volonté, de l'intelligence puis de l'amour. Hein. Puis, je comprends son concept, mais dans le cas de la planète actuelle, c'est très, très difficile d'aller trouver des champs d'application constants là-dedans. Fait que ça, quand je l'écoutais, je le voyais trembler dans sa voix, hein, puis je disais, ouais, je comprends que ça doit pas être facile à prendre le rebound de ça. Mais de l'autre côté, ce qu'il disait, c'est que c'était pas pour tout de suite. Là. L'amour, entre autres, là, ça allait être dans plusieurs siècles, puis probablement qu'on connaîtrait pas ça de notre vivant. Puis à cette étape-ci, c'était plus le développement de la volonté qui était le principe. Là, À ce moment-là, il faut en parler tout de suite. Parce que tu transportes un futur dans le présent. La vibration du futur s'installe dans le présent. Ça a des conséquences, ça, là.
Comprends-tu? Il y a un facteur de déstabilisation dans les perceptions des gens qui sont pas rendus là. Moi, si je parle juste de, c'est pas nous autres qui pensent à ma famille, ça crée un choc. Et un choc, ça veut dire, dans le cas, un rejet sur ma personne. Il faut que j'assume une conséquence de ce que j'affirme. C'est ça. Mais écoute, j'ai été astrologue toute ma vie. Moi, j'ai dit plein de choses à du monde, que ça arrivait, mais que quand ça arrivait, c'était drôle, mais quand c'était prévu, ça l'était pas. Puis il vivait comme une sorte d'ambiguïté jusqu'à temps que l'événement se produise. Puis c'est une des grandes raisons pourquoi j'ai laissé l'astrologie sur le plan prévisionnel, puis je m'en suis en allé sur le plan, exemple, dire à un enfant ses dispositions pour le travail, ou sa carrière, ou sa profession dans la vie, là, tu sais. Je sortais de la prévision, puis c'est comme je disais, tu as des très, très fortes tendances, alors que pour moi, dans ma tête, c'était pas des tendances, c'était une évidence qui était pour arriver là. Puis je faisais attention à mes mots, parce que je savais comment les gens fonctionnent. Et c'est très important quand les gens en parlent, puis qu'ils font de la futurologie, qu'ils mettent pas trop de cœur là-dedans, parce qu'ils vont se faire défoncer dans les semaines qui suivent, là, comme tel. C'est trillant le mot, mais c'est une drogue aussi. Et la drogue, ça a un effet aussi sur le corps. Là, c'est la cocaïne ou sur l'héroïne ou quoi que ce soit. Il a un beau trip quand il est dessus, mais quand il tombe dans le cold turkey, là, c'est pas évident. La parole, ça fait un effet comme un peu similaire à ça aussi. Mais c'est plus naturel, mettons. C'est moins chimique, mais ça a des effets psychiques aussi. Tu sais. Oui, ben ça peut être intéressant d'aborder ça, les contre-coups de la parole, pour justement que les gens qui nous écoutent, si on le goût d'en parler à d'autres personnes, etc., de ce que je comprends, c'est de faire beaucoup attention, là. Tu sais, dans le sens la principale chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut que ce que tu parles, ça a été vécu. Si tu as vécu la vibration, l'événement, la situation, là, à ce moment-là, c'est plus... je comprends qu'il y a des gens qui disent, moi, je ne crois pas à ça, c'est pas nous autres qui pensent. J'ai pas de misère avec ça. Parce qu'ils n'ont pas vécu l'expérience d'être en relation directe avec leur esprit consciemment. Là. On est tout le temps en relation avec notre esprit, mais on n'est pas capable de faire la différence entre un mouvement de l'esprit et un mouvement de l'âme. Bon, ça, je comprends ça. Mais que la personne dit, j'y crois pas, je trouve ça normal qu'elle ne croit pas, elle l'a pas conscientisé, elle l'a pas vu. Mais parle-en pas, non. Elle va pas lancer des affirmations pour répéter. Moi, je vois bien des gens, des fois, qui parlent des choses, c'est juste pour se donner un style, là. Et ça fait hot d'être de même. Ça fait in de parler comme ça. Ça, c'est touché, cette affaire-là, parce que les autres sont réellement pas conscients de la parole et ses conséquences. Après ça, quand ils sont en initiation, ils disent, mon Dieu, comment ça fait que je vis ça? Mais tu vis ça même parce que tu as déclenché quelque chose, tu as déclenché un tsunami dans ta vie, là. Comment j'ai pu faire ça? Puis là, tu décortiques un petit peu le passé, puis tu t'es confirmé avec force et tendance. Et puis, tu sais, les politiciens, une des choses qu'ils doivent faire, c'est contrôler le plus l'impression de ce qu'ils parlent. Tu regardes des politiciens, des gars, des avocats, des choses du genre qui vont parler avec des intervieweurs à la télévision ou à la radio. Puis ces gars-là surveillent énormément l'impact de leurs paroles. Ils sont très, très conscients que s'ils donnent une rumeur dans le ton, ça va avoir un déferlement incroyable sur la scène publique. Ils doivent apprendre à maîtriser l'impact, la conséquence des mots. Puis ils deviennent des maîtres, ces gens-là. Puis une personne qui maîtrise très bien la parole, il a énormément de charisme, puis il va passer facilement pour un gourou de quelque chose. Tu sais. Un gars comme Steve Jobs qui est mort, c'est un gourou de quelque chose, là. Quand tu parlais, là, n'importe quoi, ça avait... écoute, son stock a baissé de 20$ quand il a annoncé le nouveau iPhone 4S. Le monde s'attendait à un iPhone 5, puis là, ils ont dit iPhone 4S. Ça a instantanément, ça a baissé de 20$ le stock. Fait que tu vois que la parole, l'impression, les idées que les gens se font, ça a énormément d'impact. J'ai bien hâte de voir, là, avec Jobs qui est mort, là, comment ça va réagir, le stock demain. Oui, c'est ça, au niveau des actions d'Apple, là. Ta vie, un être humain, c'est comme une business, c'est comme une compagnie, ça, là. Fait que tout ce qui dégage, tout ce qui rayonne, tout ce qui a de l'air d'eux, ça affecte
sa valeur boursière. Ça veut dire que ça affecte l'impression qu'il crée pour son environnement, qui vont lui faire confiance ou qui vont lui donner du crédit ou ces choses-là. Moi, j'ai beaucoup de gens dans mes proches qui me font énormément de crédit. Puis il y a énormément de gens aussi qui ne m'aiment pas à fraise parce qu'ils ne peuvent pas saisir le sens de mon travail ou ils ne peuvent pas traiter avec le caractère choquant de mon personnage quand je travaille ou que je suis dans une zone d'affirmation que les autres sont pas capables de traiter avec. Mais tu sais, je cherche pas à me faire des amis, mais comme j'expliquais, là, tu sais, chez les amis, c'est parce que c'est des gens qui me contiennent. Ceux qui ne me contiennent pas, ben, on se reverra dans nos vies, là. Mais c'est bien évident que la plupart des gens ne sont pas conscients que leur parole a de l'impact. Et puis, ils vont dire, en guillemets, n'importe quoi. Mais que dans le n'importe quoi, ça a quand même une résonance dans la tête des autres. Même, souvent, on était avec Donald, puis j'étais tout le temps un petit peu comme en challenge avec Donald. Puis, je dis, on joke ensemble. Il dit, oui, vous jokez pas, vous faites juste parler d'une façon relaxe de votre dualité, de votre divergence. Puis, lui, il prenait pas ça comme de l'humour. L'humour, pour lui, c'était aussi sérieux qu'une conférence à la conscience. C'est parce qu'il voyait la vibration en arrière de. Il voyait pas juste le ton puis la coloration des choses. Ça allait plus loin que ça. Ça a beaucoup, beaucoup d'impact, la parole. Ça peut pas dire à quel point. Puis, ça voyage chez les plans. C'est vite comme l'éclair, ça. C'est psychique. C'est ça. Oui, ben, je pense que c'est un élément important à aborder parce que si je te comprends bien, quelqu'un qui prend de la parole en public à large, mettons quelqu'un qui passerait à Tout le monde en parle, pour donner un exemple, là, qui est une émission très écoutée au Québec, d'une manière vibratoire, j'imagine que le choc en contre-coup serait considérable. Là, regarde, Nelly Arcan. Oui. Nelly Arcan, moi j'ai vu l'émission de Nelly Arcan, puis j'ai vu que bon, elle s'est suicidée, puis qu'elle a laissé un texte là, comme quoi ça dégageait quasiment qu'elle s'est suicidée parce qu'elle a passé à Tout le monde en parle. Puis là, Guillaume Lepage a été obligé de se défendre à l'émission de 98,5 de Paul Arcand. Puis, moi, j'ai écouté l'émission après, puis je sais pas, je trouve que c'est elle qui courait après le trouble. C'était pas Guillaume. Guillaume, il a simplement suivi ce qu'elle présentait, puis la nature de son livre, puis tout ce qu'il y a dessus, puis on dirait qu'elle avait reviré son chapeau de bord. Puis ça, ben, c'était son problème à elle. Mais elle donnait l'impression d'une femme qui laissait, qui mourait puis qui laissait en héritage que c'était la faute à tout le monde en parle. Mais tu sais, si une personne se manifeste par l'écrit, se manifeste par la parole, comme elle le faisait, puis qu'elle n'était pas capable de le contenir, n'était pas capable de l'assumer, ou que tu l'as déjà assumé puis contenu, puis que là, tu veux te libérer de ça, puis te dégager de cette image-là, ben écoute, c'est un travail équivalent à faire, là, de désamorçage. Mais elle avait nourri l'amorce tellement que là, à un moment donné, elle pouvait probablement plus se retirer d'une image qu'elle s'était créée, qu'elle ne voulait plus. C'est pour ça que je te dis, là, la parole, l'écriture, ça a des conséquences. Elle s'est fait prendre dans la conséquence de ses affirmations, puis du modèle de vie qu'elle s'est donné. Puis quand elle passe dans des émissions comme ça, souvent te dire qu'un petit son dans un amplificateur de 800 000 watts, là, ça crache, là. Donc, c'est ça qui arrive dans des émissions de même. Tout est amplifié. Et, moi, j'ai regardé ton émission. Oui. On n'a pas pogné 100 personnes encore, là. Fait que, dans un sens, ça nous protège. On peut dire n'importe quoi. Mais si on avait 1 million, 2 millions de personnes sur la ligne, on se sentirait différent, là, quand on se parle. Je suis obligé de traiter avec un langage un petit peu plus à la française. Parce qu'on le sentirait. On sentirait à distance. J'en ai fait de la radio et de la télévision, là. On va dire que c'est pas le même feeling, pas tout. Très, très différent. Ouais, ben, c'est... Oui. Plus c'est le public, plus tu as l'impact, plus tu la sens, la fameuse vibration. Et à ce niveau... années? Oui. On pense tout le temps partir en même temps. Ouais. Mais à ce niveau-là, je me demandais, est-ce que l'individu, justement, qui parle dans un vaste public, dans un média de masse, est-ce qu'il va être davantage victime d'attaques psychiques de la part des gens qui peuvent l'écouter et qui sont astralisés? La réponse, c'est oui. Mais la personne, il ne faut pas t'oublier, elle a un destin.
elle a une capacité, on pourrait presque dire inconsciente, d'encaisser des choses qui sont marquées pour qu'elle vive. Tu sais, moi, je connais des gens qui sont en politique, qui ont le gabarit pour prendre le rejet. Qu'une personne qui est conseillère, mettons, municipale, n'a pas le gabarit. Qu'une personne dans la rue n'a pas le gabarit pour prendre le rejet. Moi, je me souviens une fois, Bernard, on était au Sheraton Laval, il y avait à peu près, je dirais, 250-300 personnes dans la salle. La salle était pleine. Moi, j'étais assis sur le côté, puis Bernard, il me fait venir au micro. Puis la conférence n'était pas commencée. Puis il me dit à moi, il dit, monte au podium. Là, je monte au podium. Il dit, tu veux-tu faire les premiers 5 minutes? Fait que là, je sentais la salle, tu sais. Puis je sentais la salle qui me regardait parce que j'étais sur le podium. Et puis, m'a dit, j'étais plus habitué à travailler avec 20-25 personnes que de travailler avec 250 personnes. Puis là, je me suis retourné de bord, je dis à Bernard, je dis non, je suis pas prête. Il dit, OK, c'est correct, puis il riait, tu comprends bien. Sans vouloir dire, parler, il a parlé, mais tu sais, parler, il y a aussi, tu parles à du monde, puis quand tu parles à du monde, ça dégage. Ça dégage énormément. Et puis, une couple de fois, il s'est présenté comme ça, avec moins de volume, des fois, c'était dans des intensifs. Puis il me disait, viens pas en avant, tu sais. Puis il m'a dit, c'était pas pareil comme dans mes groupes. Premièrement, les gens n'étaient pas là pour venir me voir, ils étaient là pour venir voir demain. Puis j'étais sur le check, pas à peu près. Tu sais. Puis pourtant, il y avait peut-être plus que 40-50 personnes dans la salle. Mais ça a un effet physique incroyable. Puis même aussi, il a fait des conférences juste pour les femmes. Il y avait juste des femmes dans la salle. Puis il m'avait dit, étant donné que toi, tu as travaillé beaucoup pour l'évolution et le développement de la femme, il dit que le seul gars que je vais accepter dans la salle. Puis là, j'étais dans la salle, puis je peux te dire une chose, une salle de 300 femmes, c'est pas pareil comme une salle mixte. Très, très, très différent. Et puis, c'est pas dans le sens péjoratif, là. C'est dans le sens tout simplement que ça dégage pas la même vibration. Ça l'écoute pas de la même façon. Puis je te dis, là, une personne qui écoute, quand on a 400 qui écoutent et qui sont sur la même ligne de pensée, tu le sens. C'est comme s'il y avait juste une personne qui parlait fort, même si c'est des gens qui écoutent. C'est bien, bien spécial. Fait que les gens qui explorent la parole, ils devraient explorer s'ils ont la chance de vivre avec du volume, là, puis vivre avec des gens qui ont souvent une approche très divergente de la leur pour que tu puisses vivre ça, toute la notion de rejet, puis de notion de débattre son point avec autre chose que juste une idée. Il débattre aussi avec tout le jeu de l'âme, puis la passion intense, ces choses-là. C'est des variantes qui sont intéressantes à intégrer au cours d'une vie. Ça. Oui, mais sinon, pour en revenir au couple, est-ce que la parole, dans le fond, vibratoire, ça peut être un outil d'évolution dans le couple? Écoute, je serais curieux de voir comment que les gens peuvent faire une différence entre une parole vibratoire, puis une parole psychologique, puis une parole mécanique. Là. Je pense pas qu'une personne, quand elle parle, elle essaye de passer autre chose que son besoin à l'autre. Et puis, il y en a qui vont le vibrer différemment selon le gabarit physique qu'ils ont, puis selon aussi les intentions qu'ils ont. Quand arrive une parole dite vibratoire, pour moi, ça représente simplement que tu es réellement en contact avec l'esprit de l'autre. Donc, tu reconnais en principe que la personne a une lecture de ta personne qui est au-delà de l'aspect purement expérimental de ta vie, de la vie. Et puis elle te voit finalement comme un événement dans sa vie, non pas comme un être humain strictement. Moi, souvent, quand je suis avec des gens, puis que je vis une sorte de divergence psychologique avec eux autres, je m'arrête, puis j'essaie de regarder pourquoi les forces me mettent cette personne-là dans ma soupe, pour essayer de comprendre son message. On va dire les forces d'évolution vont favoriser l'accroissement et non pas une finalité. La finalité que les gens cherchent, c'est pas nécessairement ce qui va permettre de faire des enfants, là. Parce que la finalité, c'est comme pour les vieillards, tandis que pour l'évolution, c'est la jeunesse. Moi, je te parle parce que tu es la jeunesse, c'est l'élément qui, moi, quand je vais disparaître, tu vas continuer, tu comprends-tu? Oui, ben c'est intéressant, ça conclut bien cette entrevue.
Donc, dans le fond, encore une fois, je te remercie d'avoir accepté de nouveau l'invitation. Mm-hmm. Donc, à bientôt. Bonsoir à tous et puis peut-être à une prochaine. Parfait. Selon les besoins de Néo. Oui, les besoins, ça conclut bien. OK, bye. Bye-bye.